Ça me fait plaisir de vous présenter notre prochain conférencier, le docteur François Philippon. Le docteur Philippon a complété sa formation en cardiologie à l'Université Laval et ensuite un fellowship de 2 ans en électrophysiologie à l'Université d'Alabama à Birmingham. Depuis son retour à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, il a occupé de diverses fonctions, dont chef de laboratoire d'électrophysiologie, président du CMDP. Depuis 2003, il occupe la fonction de chef du département multidisciplinaire de cardiologie et il a été nommé en 2007 comme président du Réseau québécois de cardiologie tertiaire. Ses intérêts de clinique et de recherche se situent principalement, évidemment, en électrophysiologie et particulièrement en resynchronisation cardiaque. Il est l'auteur de multiples publications et résumés. Et donc, le docteur Philippon va nous parler aujourd'hui de la fibrillation auriculaire et de l'insuffisance cardiaque, mise à jour 2011. Docteur Philippon? Alors, merci beaucoup. Bon matin. Alors, on m'avait demandé de faire un peu un survol fibrillation et insuffisance cardiaque. C'est intéressant pour un électrophysiologiste. On travaille souvent, évidemment, avec la fibrillation auriculaire. La combinaison fibrillation auriculaire et insuffisance cardiaque est très fréquente. Et souvent, c'est des cas qui sont embêtants cliniquement à traiter. Il y a différentes options maintenant qui peuvent être données aux patients. Et je me suis aperçu, finalement, en revisant la littérature, que ce n'est pas si clair que ça, la fibrillation auriculaire et l'insuffisance cardiaque, le management. Alors, vu que je m'adressais à une audience d'experts, vous n'entendrez pas parler beaucoup de guidelines et de critères standards, c'est des choses que vous connaissez. Je vais essayer plutôt de regarder qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui est nouveau un peu plus dans l'association fibrillation auriculaire et insuffisance cardiaque. Je vais peut-être susciter la moitié plus de questions que de réponses, mais c'est un peu le but de la présentation, d'être un peu peut-être provocateur sur certains aspects. Pour ce qui est des guidelines reconnus, vous les avez eus, je pense qu'ils vous les ont distribués, les guidelines sur la fibrillation auriculaire. Alors, je ne reviendrai pas sur les choses connues, je vais essayer d'aller un peu plus dans les choses nouvelles. Bon, on va parler un peu d'épidémiologie, on va parler un peu d'impact socio-économique. On va regarder un peu maintien du rythme, contrôle de la réponse. Qu'est-ce qu'on a dans la clientèle particulière d'insuffisance cardiaque qui peut nous intéresser? Choix de la médication, ça va être assez bref parce que vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de choix en insuffisance cardiaque nécessairement. On va regarder un peu le rôle de la resynchronisation. Y a-t-il une place chez la fibrillation auriculaire et l'insuffisance cardiaque pour la resynchro? C'est quoi le rôle de l'ablation, du pacing? Et quelques autres modalités peut-être un peu plus nouvelles. Donc, l'épidémiologie, c'est intéressant parce que l'insuffisance cardiaque et fibrillation auriculaire, la fibrillation auriculaire peut être une cause ou une conséquence de l'insuffisance cardiaque et ils sont souvent associés. Alors, on sait que l'insuffisance cardiaque, ça touche énormément de patients et c'est en croissance, plus de 5 millions de Nord-Américains. C'est la première cause d'hospitalisation chez les gens de plus de 65 ans. Et dans le système américain, c'est la plus importante dépense de Medicare. La fibrillation auriculaire, très fréquent aussi, ça touche 2,2 millions de Nord-Américains. C'est l'arythmie la plus fréquente. C'est celle qui cause, évidemment, des risques d'AVC. C'est associé à un excès de mortalité, un excès d'hospitalisation. Et c'est associé à une croissance importante du taux d'hospitalisation. Malgré tous les efforts qu'on fait en médecine ambulatoire, la fibrillation auriculaire demeure encore associée à une cause d'hospitalisation fréquente et une durée d'hospitalisation qui varie de 3 à 10 jours. Donc, il y a quelque chose là. Ça, c'est des données assez récentes. Ici, vous avez le nombre projeté. Alors, vous avez ici, de ce côté-ci, c'est les adultes avec FA, puis ici, c'est les années. Alors, vous voyez qu'on est en 2010-2011, alors on a à peu près 2,6 millions de gens. Et regardez la courbe projetée jusqu'en 2050, ce n'est qu'un accroissement de cette population-là touchée avec la fibrillation auriculaire. Donc, vous allez voir tout à l'heure que malgré toutes les modalités thérapeutiques également qu'on a fait pour la fibrillation auriculaire, c'est encore associé à un excès de mortalité, un excès d'AVC, un excès d'hospitalisation. Donc, il faut essayer de voir, est-ce qu'on peut mieux adresser cette population-là? L'association fibrillation et insuffisance cardiaque, c'est fréquent. 10 à 50 des patients avec insuffisance cardiaque congestive auront de la fibrillation auriculaire. Puis vous verrez tantôt, il y a des données assez provocantes sur les gens avec insuffisance cardiaque et fonction ventriculaire préservée et non préservée. Vous allez voir que la fibrillation auriculaire, même en dysfonction diastolique, même chez les gens avec fraction d'éjection préservée, c'est fréquent, puis c'est plus morbide qu'on pense. Donc, il faut l'adresser.
On sait que l'insuffisance cardiaque, c'est un facteur prédicteur de fibrillation auriculaire, puis on sait que la majeure partie des études qu'on voit associent toujours un excès de mortalité chez les patients qui ont la combinaison fibrillation et insuffisance. Donc, la fibrillation auriculaire aussi peut être une cause, peut être une conséquence, et ça peut devenir un marqueur aussi d'une maladie plus avancée, comme on va voir un petit peu plus loin. Donc, notre arbre décisionnel en FA est toujours à peu près le même. Évidemment, on a le chapitre de l'anticoagulothérapie d'un côté. Fait que ça, on connaît les indices, on connaît le CHADS-VASc, le ASBLET pour voir s'il y a des risques de segment. Fait qu'il soit insuffisant cardiaque ou pas insuffisant cardiaque, on va adresser la question de l'anticoagulothérapie. Ensuite, il y a la stratégie. Est-ce qu'on va aller vers une stratégie contrôle de la fréquence ou maintien en rythme sinusal? Vous allez voir tantôt qu'on n'a pas vraiment d'évidence scientifique qu'un ou l'autre, dans la clientèle d'insuffisance cardiaque, fait une grosse différence. Il y a des sous-groupes peut-être qui sont intéressants à regarder toutefois. Et il faut savoir, est-ce que la fibrillation est une cause d'insuffisance ou une conséquence? Alors, tout le chapitre de la tachycardiomyopathie, donc la dysfonction ventriculaire précipitée par une effort-réponse rapide, c'est de mieux en mieux documenté, c'est bien connu. Vous en avez probablement tous vu dans votre pratique, que ce soit de la FA ou du flotteur ou une TSV incessante ou une arythmie même ventriculaire incessante. Les gens se présentent en dysfonction ventriculaire en partie réversible. Donc ça, il faut se la poser comme question. Et dans les causes réversibles de cardiomyopathie qui peuvent être associées occasionnellement avec aussi de la fibrillation auriculaire, bien, vous voyez que dans ces causes de cardiomyopathie, je vais revenir en arrière. Ça s'en vient. Donc, dans ces causes de cardiomyopathie réversible, vous voyez ici tachycardia-induced cardiomyopathie, donc TIC, que vous allez voir dans le graphique suivant. Et évidemment, vous avez les autres causes là, qui ne sont pas en lien avec la fibrillation auriculaire. Donc, si vous avez, c'était un peu petit, mais vous l'avez dans le, j'avais envoyé les diapos, là, vous allez probablement les avoir. Donc, ici, on dit nouvelle dysfonction ventriculaire associée à de la tachycardie. Si la réponse c'est oui, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut éliminer. Est-ce que c'est une tachycardie induite par une cardiomyopathie induite par la tachycardie rapide? Donc, évidemment, on élimine les causes réversibles, que ce soit un syndrome coronarien, que ce soit quelque chose qui peut être revascularisé ou autre. Et si vous avez arrivé ici avec une cause précipitante que vous pouvez identifier, à ce moment-là, vous la traitez, puis vous regardez si la fonction ventriculaire s'améliore. Si tout ce qui vous reste, c'est qu'il y a un rythme rapide, il faut l'adresser, cette question-là, prioritairement, et réduire la fréquence ventriculaire. Donc, si vous avez un effort rapide et vous ne trouvez pas d'autres causes précipitantes, puis que la fraction d'éjection est à 30 effondrée, puis ça a l'air d'une cardiopathie dilatée, ce n'est pas un coronarien en ischémie aiguë, à ce moment-là, vous vous posez la question, est-ce que c'est une cardiomyopathie aiguë ou une cardiomyopathie dilatée qui a évolué au point où elle se présente en fibrillation auriculaire, ou c'est l'inverse? Si vous corrigez la fréquence, que vous contrôlez la fraction d'éjection puis qu'elle s'est normalisée, vous l'avez votre réponse. Hein? C'est une tachycardie qui a induit une cardiomyopathie. Si vous restez avec une dysfonction résiduelle, bien là, à ce moment-là, vous pouvez avoir les deux. C'est-à-dire que le patient se présentait avec une cardiomyopathie dilatée, puis il a détérioré encore plus sa fonction ventriculaire parce qu'il était rapide. Donc, c'est un peu le schéma qu'on utilise. À cette étape-ci, lorsqu'on a un patient avec une allure de cardiopathie dilatée et un effort-réponse rapide, puis qu'on se demande la question, on va avoir tendance, si possible, de les raisonner, ces patients-là. De regarder avec la résonance magnétique si on a une cause aiguë. Parce qu'évidemment, si ce n'est pas coronarien, parce qu'il n'y a pas de choses segmentaires, on va vouloir être sûr que ce n'est pas une myocardite. On en a pincé quelques-unes myocardites de cette façon-là, où on voit à la résonance qu'il y a effectivement un contexte inflammatoire de type myocardite. En général, ces patients-là récupèrent. Donc, ça peut être intéressant. Une partie que c'est académique, une partie que ça peut être pour un peu prévoir si la fonction ventriculaire va s'améliorer. Ça, c'est un chapitre intéressant, la fibrillation auriculaire chez les patients avec insuffisance cardiaque lorsqu'on regarde ceux avec fraction d'éjection réduite et ceux avec fraction d'éjection normale. Est-ce qu'il y a des facteurs cliniques et pronostiques qui peuvent nous orienter sur quel est l'effet de cette FA-là dans les deux types de populations, fraction d'éjection préservée ou non, mais qui se présentent avec des symptômes, évidemment, de surcharge. Alors, dans cette étude-là, je vous ai mis juste un peu le résumé. Vous avez 927 patients
dont 36 avaient de la fibrillation auriculaire. Ils ont regardé les BNP, ils ont regardé les autres événements cliniques. Et dans cette population-là, vous en aviez 35 qui avaient des fractions d'éjection réduites, RF, Reduced Ejection Fraction. Puis vous en aviez 40 qui avaient des fractions d'éjection préservées, en haut de 40 Lorsqu'ils regardaient les taux de BNP, il n'y avait pas beaucoup de différence entre le groupe FA et le groupe sinusal. Par contre, lorsqu'ils regardaient la fibrillation auriculaire, elle était associée de façon indépendante à des BNP beaucoup plus élevés, non pas dans le groupe qu'on penserait, avec fraction d'éjection réduite, mais dans le groupe avec fraction d'éjection préservée. C'est intéressant. Est-ce que ces gens-là ont plus de dysfonction diastolique, puis à ce moment-là, la réponse rapide fait en sorte que les BNP augmentent et sont symptomatiques? Je ne sais pas. Ils les ont suivis 18 mois, puis ils se sont aperçus que la présence de fibrillation auriculaire était aussi un facteur prédicteur indépendant de mortalité et d'hospitalisation dans le groupe qui avait une fraction d'éjection préservée. Donc, il semble que le fait d'avoir une fibrillation auriculaire en présence d'une fraction d'éjection préservée, ce n'est pas aussi bénin qu'on pense. Donc, ces gens-là, c'est un marqueur qu'il se passe quelque chose et que ces gens-là ils sont à risque d'événements dans les années qui viennent. Alors ça, c'est un petit peu provocateur. Ça m'a surpris un peu, parce qu'en lisant le résumé, je dis il va y avoir, les BNP vont être hauts dans les gens avec des mauvais ventricules, ils vont mourir plus. Ils meurent plus, les gens, en nombre absolu quand ils ont des fractions réduites. Par contre, le fait d'avoir de l'AFA avec une fraction préservée, ça, c'est un facteur prédicteur d'un excès de mortalité. Ça, c'est les deux groupes séparés, mais ce diapo-là n'apporte pas grand-chose de plus. Si on regarde la survie des patients avec insuffisance cardiaque, avec fraction d'éjection préservée ou non, là, autrement dit, l'étude MAGIC, pourquoi je vous mets ça? Parce que ce n'était pas une étude de FA, mais lorsque vous regardez cette étude-là, qui vient juste d'être publiée, vous voyez que dans les caractéristiques des groupes, alors vous avez le groupe total ici, c'est quand même 31 études, 50 000 patients, c'est du monde. Fraction d'éjection préservée, 10 000 patients, réduite, 31 000 patients. Il y en a qui ne savaient pas la fraction d'éjection. Regardez ici, dans l'histoire médicale, ceux qui ont de la fibrillation auriculaire, c'était 21 du groupe total, 27 dans le groupe préservé, fraction d'éjection, 18 réduit, 23 Et vous aviez ici, même chose, une différence significative entre la fraction d'éjection préservée et réduite. Vous voyez que la proportion de gens avec fibrillation auriculaire est à 27 comparativement à 18 c'est significatif. Donc, même dans des grosses études de cohorte comme ça, on voit que l'association fibrillation auriculaire avec symptômes de défaillance mais fraction préservée, ce groupe-là, c'est fréquent, puis c'est associé à une morbidité et une mortalité plus élevée. Est-ce qu'on a démontré actuellement que de les traiter, on va réduire ça? Non. Symptômes, oui. Les études, il y en a plusieurs en cours, vous allez voir, qui adressent ces clientèles-là actuellement.